Voyage en récit, Édouard Vielfaut. et Geoffroy Scrive, Édouard Vielfaut. Merci de me recevoir, nous sommes dans les locaux de Credo Landing ici à Paris. Il faut peut-être expliquer aux auditeurs qui nous écoutent sur cette antenne de RCF ce qu'est Credo Landing. Il y a deux aspects, il y a l'aspect don et il y a l'aspect investissement. Mais ce ne sont pas des dons et des investissements, on va dire, communs, puisqu'il s'agit essentiellement de dons et d'investissements orientés chrétiens. C'est-à-dire que vous aidez les particuliers, que nous sommes par exemple, à investir une somme d'argent dans des buts ecclésiaux. Ça peut être la fondation d'un monastère, des travaux dans un monastère, ça peut être aider une paroisse, ça peut être aider un projet de film, j'ai vu ça récemment, la construction d'une bibliothèque, que sais-je. Les projets que vous présentez sur votre site, on pourra indiquer l'intitulé du site, sont très divers, très variés, ils sont très conséquents. Vous atteignez, j'ai cru voir la somme de 20 072 864 € investis quand même sur l'ensemble de ces actions. Il y a quand même plus de 1175 investisseurs. Cela existe depuis, je crois, ça fait pas 10 ans. Ça fera 10 ans aujourd'hui. Ça fera 10 ans aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, pardon, cette année. Cette année, en 2024. Alors, d'où cela est-il parti et qu'est-ce qu'on peut espérer pour cette année 2024 ? Alors, pour reprendre la définition de Credo Lending, nous avons deux entités, Credo Funding et Credo Lending. Credo Funding, c'est toute la partie collecte de dons pour les projets chrétiens et les projets qui œuvrent pour le bien commun. Et vous avez la partie Credo Lending, qui est la partie, en effet, investissement. Et notre vocation, c'est de faire le pont entre des investisseurs, personnes physiques ou personnes morales qui souhaitent donner du sens à leur épargne et des porteurs de projets qui œuvrent pour le bien commun et qui cherchent des financements. Et donc, entre ces rechercheurs de financement et ces investisseurs, eh bien, nous sommes là pour créer ce pont extrêmement vertueux. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte que l'ensemble de tout un chacun souhaite comprendre à quoi va servir son épargne, cet argent dûment gagné. Et donc, nous sommes là pour leur apporter une réponse concrète avec des actions extrêmement vertueuses, fécondes, qui nous animent au quotidien. Alors ça vous anime, on pourrait aussi, je vais faire l'avocat du diable, mais a priori nous sommes encore 2% de population pratiquante dans ce pays. Alors sur ces 2%, est-ce que vous avez vous-même 2% de ces 2% qui investissent chez vous ? C'est-à-dire derrière, y a-t-il un espoir que cette action puisse porter du fruit, non seulement sur cette terre, mais aussi au ciel quelque part ? Alors, pour être très factuel, à l'heure où je vous parle, nous avons 1255 investisseurs. Nous avons 85% de personnes physiques, 15% de personnes morales. Les personnes morales, c'est intéressant de les signaler. Oui. Ils sont de plus en plus nombreux. Il s'agit d'entreprises qui souhaitent donner du sens à leur trésorerie. Il s'agit d'associations, de fondations, de diocèses, de congrégations et de fonds d'investissement, c'est nouveau. Le monde institutionnel s'y met et c'est intéressant parce qu'il y a une force de frappe importante. Et ça sera peut-être l'année des institutionnels sur ce type d'opération pour 2024, qui sont très intéressés par, évidemment, les causes que l'on propose à financer. Et donc, ça leur permet évidemment d'avoir des thématiques d'investissement extrêmement attractives pour leur milieu d'investisseurs. Comment vous ont-ils trouvé ? Eh bien, on commence à être connu sur la place, on fait beaucoup de conférences à travers de thématiques de conviction inspirantes, à travers ce qu'on baptise cet investissement de proximité, cette finance intégrale, pour reprendre cette sémantique du pape François, écologie intégrale, finance intégrale, qui est une finance qui doit servir l'homme en premier lieu, l'épanouissement de tout l'homme et de tous les hommes, si on paraphrase Paul VI dans son encyclique visionnaire 1967, Populorum Progressio. Donc on intervient à plusieurs titres et donc c'est comme ça qu'on est connu. Et notamment le premier institutionnel qui nous a fait confiance, c'est Procléro, qui est le fonds d'investissement de la Communauté Saint-Martin, qui est géré par Mescart et Mandarine Gestion. Et donc on est hyper content de continuer à progresser dans ce type de milieu. Mais les investisseurs personnes physiques sont aussi de plus en plus nombreux et extrêmement inspirés par ce qu'on leur propose, parce qu'ils se rendent compte qu'on peut, d'une manière très simple et efficace et en confiance, eh bien, lier le rendement, la rentabilité et le sens. Et pleinement le sens. Et certains arrivent-ils avec l'idée, le désir de confier une somme d'argent, et en vous confiant le soin,
de trouver le projet pour lequel ça aura plus de sens pour eux. Est-ce que vous faites du sur-mesure, si je puis dire? Tout à fait. On a une plateforme qui est interactive, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous appeler à tout moment. Donc on a tout un support et donc moi aussi je suis en tant que directeur disponible pour parler aux investisseurs, pour essayer de trouver au mieux, s'ils n'ont pas eux-mêmes la conviction sur ce qu'on leur propose directement sur la plateforme, on peut leur personnaliser l'approche pour leur donner des précisions sur les projets en fonction de ce qu'ils souhaitent comme fécondité. Après, pour tout vous dire, ils sont facilement convaincus par un ou plusieurs projets de ce qu'on propose. On travaille sur 5 thématiques, des thématiques, comme on dit, à enjeu pour notre société, des thématiques des territoires, des thématiques qui sont l'éducation en premier lieu. On accompagne énormément d'écoles, des écoles avec une pédagogie extraordinaire, et c'est quand même notre avenir, cette formation de cette jeunesse, cette élévation de cette jeunesse. La thématique écologie intégrale, donc c'est l'écologie au service de l'homme, avec toujours l'homme au centre. Il y a beaucoup de thématiques aussi dans ce sens qui parlent à l'ensemble, et c'est intéressant parce que c'est une thématique qui est assez universelle et qui parle au-delà du champ catholique. Et donc c'est intéressant d'aller aussi parce que ce qui fait notre force, c'est qu'on propose des projets qui portent le bien et le beau. Et le bien et le beau, il est universel. Il n'est pas uniquement dans le microcosme chrétien ou catholique. Et donc on a certes 3 millions de pratiquants, 1255 investisseurs Credo Lending, mais en réalité, on peut vraiment aller chercher, si vous me permettez l'expression, un peu tout le monde sur ces thématiques pour que chacun fasse du bien avec son argent, tout simplement. Certains sont peut-être déjà venus, d'ailleurs, sans disant, écoutez, moi, je suis pas forcément croyant ou pratiquant, mais j'investis chez vous. Peut-être que ça commence à se voir. Alors, on n'a pas les informations, pour tout vous dire. Ceux qu'on a au téléphone, c'est plutôt... Non, mais certains auraient pu vous le dire, comme une excuse au préalable, si je puis dire. Tout à fait. On sent que il y a plusieurs obédiences à travers les différents projets sur la plateforme, différentes sensibilités chrétiennes. On se rend compte que les investisseurs vont chercher vraiment la finalité du projet et non pas l'identité du porteur de projet. Et donc déjà, ce vecteur que l'on porte est un vecteur d'unification des différentes initiatives chrétiennes et du bien commun. Et c'est ça déjà une belle victoire pour nous. Y a-t-il eu des échecs? C'est-à-dire que pour l'avoir fait, vous cherchez une certaine somme de dons, on va prendre le cas d'un don, c'est peut-être le plus simple, pour un projet, construire un bâtiment, soutenir une école, et il y a une date butoir. Alors cela, ça peut faire peur parce qu'on peut se dire, j'aimerais bien y mettre, je sais pas, mettons 1000, 2000, 5000 euros, 10 000 euros, que sais-je, ça dépend des moyens qu'on a et du projet. Mais si je m'engage à mettre cette somme et que ça ne suffit pas, que les autres donateurs ne sont pas assez nombreux avec de l'argent en quantité par rapport à la date, qu'est-ce qui se passe? Alors, le scénario, entre guillemets, du pire, c'est qu'il y a remboursement de l'ensemble des contributeurs si, évidemment, la somme n'est pas suffisante pour que le projet se fasse. Heureusement. L'argent va pas partir nulle part. Il y a une promesse de fécondité et de finalité. Il faut qu'elle soit, évidemment, honorée pour que les contributions soient finalisées et que l'argent parte au porteur de projet. Donc, ça arrive sur les projets du don, donc la partie credo funding, ça arrive, mais l'avantage, c'est que généralement, c'est des projets qui exigent quand même un minimum de dons assez faible, et donc on va dire que quel que soit l'objectif atteint, il y a transformation de l'essai. En revanche, sur l'investissement, là on est sur des montants quand même beaucoup plus significatifs, des levées de fonds de 200 000 à 3 millions d'euros, et donc là, on a en effet des montants seuils qui obligent à la réussite, auquel cas, si ça se fait pas, le projet ne se fait pas, donc c'est quand même un vrai drame, parce que généralement c'est quand même des très beaux projets, donc c'est quand même triste qu'ils se fassent pas, et en plus, il y a remboursement dans l'ensemble, donc tout le monde, entre guillemets, y perd, et je retouche du bon bois, ça nous est jamais arrivé, c'est-à-dire que tous les projets que nous avons lancés depuis le début de Credo Lending se sont réalisés. En avez-vous refusé au préalable? Beaucoup. Disant non, là on peut pas aider, c'est pas viable. On en refuse beaucoup. Alors l'avantage de notre structure, c'est qu'on a donc les deux entités dons et investissement. Quand ils passent pas sur l'investissement, parce que nous avons des exigences de gouvernance, pour que ce soit quand même bien monté, que ce soit pas une personne seule dans son coin. Non. Une exigence évidemment de structuration financière. Il y a de la gestion, quoi. Il y a de la gestion, exactement. Il faut qu'il y ait une pérennité dans le modèle économique. Il faut qu'il y ait un marché, puisque les investisseurs seront remboursés avec un intérêt derrière. Donc il faut qu'on valide l'ensemble évidemment de ces prérequis. Et donc quand ça ne coche pas les bonnes cases,
ça sort en tout cas de notre giron, et donc c'est dans les projets refusés. On refuse beaucoup de projets aussi par leur finalité. Il faut que les finalités correspondent au bien commun, correspondent. Il y a une éthique. Il y a une éthique. On sent Exactement. vraiment qu'il y a une éthique. C'est faire le bien. Voilà, c'est faire le bien. Exactement. D'ailleurs, c'est marqué. D'ailleurs, on le voit encore ici sur la sonnette, afin que l'argent soit un serviteur. Exactement. C'est tout l'enjeu, bon serviteur et mauvais maître, quoi. Tout à fait. Bon, alors évidemment, partant de là, on peut faire un peu d'exégèse, mais c'est vrai que les rapports qu'on peut facilement imaginer, quand bien même on ne serait pas très croyant, entre l'Église d'un côté et l'argent de l'autre, ça fait souvent mauvais ménage. Il suffit de penser à Judas, teneur de bourse, qui dit d'ailleurs on aurait mieux fait de vendre ce parfum plutôt que de le répandre, on aurait pu donner l'argent aux pauvres. Donc sous de bonnes façades, parfois ça peut faire des drames. Y a-t-il des rapports parfois difficiles avec, ceux qui vous proposent un projet, soit parce que vous le refusez, comme on a pu le dire, soit parce que derrière, vous avez des rapports forcément avec eux, et vous devez leur dire des choses, parce que c'est pas toujours évident, on ne tombe pas forcément toujours sur une communauté ou une paroisse ou que sais-je, qui est bon gestionnaire, quoi. Comment se passe ce genre de relation? Est-ce que certains au départ ont pu avoir peur de venir jusqu'à vous? Peut-être. En tout cas, on ne le sait pas. En revanche, on a une approche qui est, et deux termes résument très bien notre état d'esprit, c'est vraiment humilité et vérité. Et on est très à l'aise avec justement cette population de congrégation et diocèse, mais congrégation encore plus, avec ces moines, ces moniales qui sont engagés sur un temps long, qui sont que de passage, mais qui sont déjà entre guillemets dans l'au-delà. Et on a une approche extrêmement saine des choses, où vous avez une vertu qui est au centre de toute notre conversation, c'est la vertu de la justice, c'est-à-dire le juste prix pour le porteur de projet, au regard de son projet, de sa capacité à générer de la richesse, et puis le coût, en tout cas la rémunération que sera apportée aux investisseurs. Il faut que on soit dans un juste équilibre, la bonne mesure, pour reprendre les écrits du dicaster du Vatican, Mansuram Bonam, sorti en octobre dernier sur l'investissement justement, et l'investissement des chrétiens. Donc c'est cette approche-là qui nous permet tout de suite de rentrer dans une relation de confiance franche, mais extrêmement bienveillante. Donc en réalité, ils ont peut-être peur en amont parce que ils nous connaissent pas, mais dès lors qu'ils nous connaissent, dès lors qu'ils franchissent notre porte, dès lors qu'on les voit, grâce à ces visios, grâce à ces rencontres, ces relations de visage à visage, tout de suite, il se passe une relation qui est, j'ai envie de dire, la relation parfaite, parce que c'est la relation de confiance et une relation où on va pas se mentir, où s'il y a des choses à dire, on se les dira, évidemment avec les termes qu'il le faut pour qu'il n'y ait pas de friction, mais on se dit les choses en vérité, puisque la finance doit être en vérité pour justement qu'elle soit en confiance. Pour être en vérité, est-ce que vous allez aussi sur place voir Bien ces sûr. personnes-là et voir leurs bâtiments, voir... Alors c'est toujours un plaisir en plus, parce que généralement on va dans des lieux assez incroyables, Oui. donc c'est un vrai plaisir. Donc bien sûr, la première rencontre, généralement c'est visio ou téléphone pour le premier, et la deuxième rencontre c'est sur place pour bien comprendre leur environnement, comprendre leur terre. Ce sont des personnes généralement enracinées, donc si on connaît le lieu où ces personnes s'épanouissent, eh bien, on va beaucoup plus comprendre, entrer, embarquer dans leur projet. Donc, c'est un prérequis obligatoire, et je peux vous dire que c'est un des grands plaisirs du métier. Et vous, Édouard Villefaux, d'où êtes-vous originaire? De Tours. De Tours. Est-ce qu'en Touraine, justement, vous avez pu aider plusieurs projets? Alors, c'est une excellente question. Malheureusement, non. Pour l'instant, en Touraine, je n'ai pas pu œuvrer pour ma terre natale, que j'aime particulièrement. J'y vais quand même souvent. On a beaucoup d'investisseurs qui sont là-bas. Et d'ailleurs, je vous dis une bêtise, en y réfléchissant, j'en perds la mémoire, puisque nous avons accompagné 2 projets Tourangeau avec Credo Lending. Pour le don, on a dû en accompagner encore beaucoup plus, mais sur Credo Lending, donc c'est ma partie, nous avons accompagné 2 projets dans les 18 derniers mois, 2 projets d'école, un collège et une école primaire, donc vous voyez, qui étaient à Tours-Nord, donc c'était Tours, évidemment, et qui déménagent sur Chanceau-sur-Choisy, donc dans le nord de Tours. Donc oui, j'ai coché la case Tours, en effet, j'en perds mon latin, donc par 2 fois dans les 18 derniers mois, et on a d'autres contacts avec d'autres projets tourangeaux, donc j'en suis ravi, cette belle ville de Saint-Martin, plein de choses à faire, qui est très inspirante, évidemment. Quels sont aujourd'hui, puisque nous réalisons cette conversation en janvier 2024, y a-t-il des projets qui vous sont chers, pour lesquels vous cherchez encore de l'aide ou des contributeurs? On pourrait peut-être justement en parler. Oui, avec plaisir. Nous avons 2 projets en ce début d'année, qui sont des projets extrêmement structurants, je dirais même puissants,
et qui encore sont en quête de financement pour pouvoir se réaliser pleinement. Nous avons un premier projet qui est porté par les Dominicaines enseignantes de Fanjeaux, une congrégation extrêmement dynamique de 257 sœurs qui ont un charisme qui est d'enseigner. Elles enseignent aujourd'hui dans 21 écoles, moyenne d'âge 45 ans, donc extrêmement dynamique comme communauté. Ce sont donc des femmes enseignantes, donc des sœurs, des mères, comme on les appelle. Et elles ont notamment une école à côté de Versailles, à Fontenay-le-Fleury, dans l'ancienne propriété de Sacha Guitry, propriété qui est magnifique dans la plaine de Versailles. Elles ont créé une école et donc racheté cette propriété en 2015. L'école s'appelle Cours Sainte-Clotilde. C'est une école qui est du primaire jusqu'au lycée. Elles ont une particularité, c'est qu'elles ont 42% de mention très bien. C'est quand même assez exceptionnel. Une formation vraiment extrêmement structurante, plutôt portée sur les lettres, avec notamment latin et grec à tous les étages, ce qui permet vraiment de structurer l'anthropologie humaine. Les résultats sont incroyables et donc elles sont extrêmement demandées. Elles ont aujourd'hui 180 jeunes filles, elles pourraient en accueillir encore une 50aine de plus, mais malheureusement le château dans lequel elles sont, le château de Sacha Guitry, qu'elles ont acheté donc en 2015, est trop petit. Et donc, ça devient quand même extrêmement exigu et elles ont un très beau projet de construction dans ce parc qu'elles ont donc acquis. Un projet de construction qui répond plus aux normes écologiques, qui répond au beau, avec en plus un réembellissement du jardin à la française, jardin à l'anglaise. C'est vraiment une incarnation de tout ce qu'on peut faire de plus beau. Toutes ces pensées imaginées, évidemment, pour l'enseignement de ces jeunes filles, pour les inspirer au mieux et les faire grandir encore plus vite et encore plus beau, encore plus grandement, et surtout en accueillant beaucoup plus de jeunes filles. C'est un projet qui demande notamment une levée de fonds via Credo Lending de 3 millions d'euros en prêt. Donc vous devenez prêteur de ce projet sur des caractéristiques financières qui permettent vraiment de dire qu'on allie le sens et le rendement, puisque nous sommes sur une durée de 6 ans. Vous allez être rémunéré à hauteur de 5,5% de votre prêt, de votre investissement. Et donc, sur 6 ans, vous allez toucher tous les 6 mois, on est en mode semestriel, les fruits de votre investissement. Et le remboursement de votre investissement se fait à partir de la 3e année jusqu'à la 6e année, en mode, comme on dit, amortissable dans le milieu. Donc, vous avez un investissement qui permet de rémunérer, qui est bien au-delà d'un livret A, d'un LDD, comme on connaît, ce placement classique, avec plein de sens derrière, puisque vous avez ce projet qui est directement financé par votre investissement, par votre prêt, et puis vous avez en plus une récupération de votre capital qui se fait à partir de la 3e année jusqu'à la 6e année, donc en plus une mobilisation du capital qui est quand même assez limitée. Donc c'est vraiment un investissement qui coche toutes les cases, avec une congrégation derrière qui est une congrégation qui est solide, 21 établissements scolaires, et ça continue à s'en demander partout. Donc il y a un écosystème autour d'elle qui est impressionnant. Donc on a déjà levé 1 200 000 euros en l'espace de 2 mois, ce qui est quand même assez une prouesse, c'est assez colossal, autour de 89 investisseurs, personnes physiques, personnes morales, et donc il nous manque encore les 2 autres tiers pour arriver aux 3 millions d'euros. Donc on l'espère dans les prochaines semaines y arriver. Donc bienvenue dans ce beau projet, on compte sur vous. Et puis deuxième projet. Alors si je puis dire, puisque il s'agit là du château de Sacha Guitry, faisons un rêve, pour reprendre le titre éponyme de l'un de ses films, Sacha Guitry, à propos duquel, c'est la Providence sans doute qui me fait venir ici ce soir chez vous. Nous parlions pas plus tard que ce matin, pour une émission consacrée à Sacha Guitry avec Olivier Barrault. Incroyable. Alors, parlons du deuxième projet. Tout est écrit. Le deuxième projet, c'est un projet extrêmement inspirant également. Rendez-vous au nord de Lyon, dans les Dombes, dans un village qui tout le monde connaît, Ars-sur-Formant. Nous sommes donc au sanctuaire d'Ars, dans un village qui comptait au 19e siècle 250 habitants, qui aujourd'hui accueille plusieurs centaines de milliers de pèlerins par an. Oui. C'est bien sûr donc cette histoire incroyable du saint curé d'Ars, qui était un curé qui était, on va dire, plutôt dans son coin, et qui a été accompagné par des prêtres plutôt charismatiques. Et oui, on pourrait presque dire qu'il a eu les mêmes difficultés qu'un certain Sacha Guitry, justement. Exactement, ça fait un très bon lien. Et puis, il est rentré, on l'a amené dans ce village, il était donc le prêtre, il a commencé à faire des confessions de plus en plus appuyées, il passait 16 heures en confession, il est devenu un prêtre extrêmement intense, en tout cas en toute dévotion vis-à-vis de sa population, et puis il a commencé à être inspiré à créer des établissements pour justement accueillir notamment la jeunesse, accueillir les orphelins. C'est vraiment une histoire assez incroyable. Et donc aujourd'hui, il y a évidemment ce sanctuaire d'Ars qui fait encore évidemment de très belles choses
pour les personnes humaines. Et donc, dans ce lieu incroyable, parce que je suis pas du tout le meilleur pour expliquer toute cette histoire et toute cette fécondité, le père Rémi Griveau, qui est le père actuel, nous a fait une conférence au mois de décembre, et c'était, je peux vous dire, totalement embarquant. Et donc, dans le cœur de ce sanctuaire d'Ars, propriété du diocèse Belley-Ars, vous avez un bâtiment qui s'appelle le bâtiment Saint-Jean, qui accueillait une œuvre du curé d'Ars, justement. Eh bien, ce bâtiment va être transformé en béguinage pour accueillir 17 appartements pour seniors, pour qu'ils vivent dans cette bonne mesure, dans ce 3e temps de vie, cette bonne mesure qui est de vivre en autonomie, mais dans un esprit communautaire. C'est toute la définition du béguinage. Et donc, ce sera un béguinage qui sera vraiment à quelques pas du sanctuaire d'Ars. Et donc, ça permettra à 17 couples, eh bien, de pouvoir vivre une vie spirituelle extrêmement riche, puisque à 2 pas du sanctuaire, ils pourront aussi se donner, s'ils le souhaitent, évidemment, pour toutes ces belles œuvres autour du sanctuaire d'Ars. Il y a quand même 400 000, il y a plusieurs centaines de milliers de pèlerins qui passent chaque année. Donc, un béguinage et donc un investissement qui est cette fois en action. Vous êtes actionnaire d'une foncière qui a comme dans son actif ce béguinage. Et donc, cette levée de fonds va permettre de monter ce béguinage, de le créer, donc en partenariat direct avec une implication totale du diocèse. Et donc, vous devenez co-actionnaire avec le diocèse. Et là, pour la petite histoire, la présidente de cette foncière, c'est la mère abbesse de la congrégation bénédictine de La Rochette à côté de Chambéry. Donc voilà, vous devenez co-actionnaire avec des moniales, avec des diocèses. Enfin, c'est extrêmement vertueux tout ça pour un lieu que on imagine tous, en tout cas avoir en objectif dans cette retraite qu'on nous souhaite belle. Quels sont les chiffres pour ce projet en termes de Alors c'est un projet qui est assez qui est très optimisé, puisque c'est à peu près un investissement global de 2 millions d'euros. D'accord. Pour pouvoir réussir à monter ce béguinage, un peu 2 millions 2. Vous avez la moitié qui est en emprunt, qui est déjà validé auprès d'un établissement bancaire, et puis l'autre partie justement c'est en fonds propres, comme on dit, c'est-à-dire que ça doit être apporté par des actionnaires, et donc on est dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Donc en plus il y a une réduction d'impôt pour tous les actionnaires qui souhaitent y participer, et c'est pas neutre, parce que c'est 25% de son investissement. Donc j'investis 10 000 euros, j'ai bien 2 500 de réduction d'impôt qui vient réduire mon impôt sur le revenu, donc à travers cet investissement. Donc voilà, on coche la case entre guillemets de l'impôt réduit, on coche la case d'un projet extrêmement inspirant et fécond pour donc nos seniors chéris au sanctuaire d'Ars. Y a-t-il d'autres projets qui viennent d'être finis ou qui pourraient émerger bientôt ? Alors, pour ceux qui viennent de se terminer, on a notamment finalisé le projet Supétix, qui est un projet magnifique, un campus dans l'enseignement supérieur, un campus porté par l'enseignement catholique à Lyon, campus du numérique, pour former donc les jeunes dans les métiers Bac+2, Bac+3, dans les métiers du numérique. Donc il y a un champ extraordinaire, et avec une approche éthique, puisqu'on a 2 écueils ou 2 enjeux dans ce domaine du numérique, c'est la déshumanisation de la société et la société de contrôle. Et donc l'enseignement catholique a dit il faut qu'on ait notre mot à dire, et qu'on laisse pas l'ensemble de ces formations à des établissements où, eh bien, on a moins le contrôle sur le fondement de la formation. Et donc, c'est un campus qui s'est lancé en septembre dernier. Il y a déjà 30 étudiants, et donc l'objectif, c'est évidemment d'en accueillir plusieurs centaines dans un temps assez court. Et donc, c'est un campus qui s'est lancé à côté de Lyon, et on a monté un prêt obligataire, mais sur 6 ans, voilà, qui répond à peu près aux caractéristiques des dominicaines enseignantes de Fanjeaux. Et donc, on a levé 725 000 euros pour ce campus, pour pouvoir vraiment se lancer et faire les investissements suffisants pour pouvoir accueillir les étudiants. Donc, on est super contents, et donc c'est parti. Alors, évidemment, vu les sommes que vous indiquez et les membres que vous avez, on peut supposer que ces membres donnent beaucoup. Alors, on va dire que tout don est important, mais y a-t-il une valeur limite minimum de dons ou d'investissement ? Donc là, on est bien sur un projet d'investissement, donc 725 000 euros d'investissement en prêt, donc ce sont des prêteurs derrière. Le minimum pour participer à nos opérations, c'est 500 euros. D'accord. Voilà. Donc c'est quand même, on va dire, assez accessible. Pour et un c'est projet important. d'investissement, c'est tout à fait... Pour un projet d'investissement, généralement, c'est quand même plusieurs milliers d'euros généralement. Donc là, c'est 500 euros. L'investissement moyen aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 7-8 000 euros pour une personne physique. Et pour une personne morale, on est plutôt aux alentours de 50 000 euros. Oui. Là, à peu près les deux montants. Mais pour le particulier, 500 euros, quoi. Mais c'est-à-dire qu'il peut, dès 500 euros... Exactement. Et... petite information qui est quand même pas neutre, parce que dans le milieu de l'investissement, il y a quand même des frais qui coûtent à l'investisseur, et donc qui grèvent
sa performance, évidemment. Là, en termes de frais, il n'y a pas plus clair et pas plus simple et pas moins, puisque c'est 15 € de frais TTC, quel que soit le montant investi, par opération d'investissement. Donc, on peut pas faire moins. Et donc, ça permet comme ça d'être extrêmement clair. C'est pas l'investisseur qui va supporter le coût de ce financement et c'est pas plus mal. Y a-t-il des opérations, que ce soit du don ou de l'investissement, qui se font à l'étranger? Parce qu'on a beaucoup parlé de la France, on a parlé du château de Sacha Guitry, on a parlé de la Dombe, on a parlé de Tours, mais y a-t-il des projets que vous avez pu lancer ou soutenir à l'étranger? Oui, tout à fait. Il faut que la structure soit hébergée, la structure de tête soit hébergée en France pour qu'on puisse... Oui, parce qu'il y a une sorte de droit français, de fiscalité française. Et puis on a un agrément, l'agrément de prestataire de services de financement participatif, le PSFP, qui est un agrément qui est maintenant diligenté par l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF et l'ESMA, donc la tutelle européenne. Donc c'est extrêmement réglementé. Et donc en effet, on a l'obligation de travailler avec des projets français. Et avec cet agrément, on va pouvoir avoir l'extension avec un passeport européen, pouvoir travailler avec des institutions européennes. En revanche, et pour répondre à votre question, et on a déjà participé à des très beaux projets à l'étranger. J'en pense à un en particulier, puisque la structure de tête était bien française, c'était la Congrégation Saint-Jean. On a participé avec eux à cette construction qui est magnifique au Togo, qui est dans le nord du Togo, à côté de Lomé, une construction d'une Lumen Valley, donc Vallée des Lumières, à travers une fondation d'un monastère pour le noviciat des Frères d'Afrique. D'accord. Donc là, vous avez planté le décor pour des centaines d'années. Oui. Vous avez adossé une école des arts et métiers pour former la jeunesse africaine à des métiers artisanaux à haute valeur ajoutée, à travers la pierre locale, qui est une pierre qui ressemble au marbre, à travers la paille pour la chaux. C'est extraordinaire ce qu'ils peuvent faire. Ils construisent des terrasses, ils construisent des bâtiments vraiment où le beau est au cœur. Et donc, ils ont créé cette formation qui est extrêmement attractive. Et puis derrière, ils sont en train de finaliser de construire un centre de ressourcement, d'accueil et de ressourcement pour l'ensemble des Togolais et puis pourquoi pas des étrangers, pour qu'ils aient un lieu magnifique. C'est une sorte d'Éden. Vous verrez, les paysages sont incroyables. Et donc un lieu où ils ont aussi bien une capacité d'être hébergés, donc à travers des lodges ou à travers des bâtiments style hôtel. Vous avez les restaurants, vous avez piscines, vous avez des salles de conférence. Et donc l'idée, c'est d'avoir un lieu qui permet de se ressourcer dans un lieu exceptionnel et un lieu qui permet aussi d'accueillir différents événements pour aussi faire connaître cette jeunesse africaine qui est en train de se former et qui est en train de construire tous ces bâtiments de ce centre de ressourcement. Ce sont ces jeunes qui sont en train de se former. Donc en plus, il y a un cercle totalement vertueux. Et donc tout ça, c'est chapeauté par les frères qui sont à côté en noviciat. Donc c'est vraiment la vallée de la lumière. Et donc on a levé un peu plus de 800 000 € en prêt pour eux, pour que justement ils puissent construire et financer l'ensemble de cette opération, donc qui a vraiment un rayonnement sur l'Afrique au global à travers cette congrégation, en tout cas ce monastère de noviciat pour les frères de Saint-Jean qui sont c'est pour l'Afrique au global, et puis un rayonnement au Togo où c'est un lieu qui est extrêmement connu maintenant. Et pour finir, puisque nous arrivons au terme de cette émission, que peut-on souhaiter pour Credo Lending Crowdfunding pour cette année 2024? Eh bien, écoutez, des beaux projets à financer, des investisseurs qui sont heureux de participer à ces beaux projets. Certains doivent vous le dire, quand même. Ils nous le disent, beaucoup. Oui, on a beaucoup de témoignages. Le dernier témoignage en date, c'était, on organise tous les mois ce qu'on appelle des Credo Invest, des clubs d'investisseurs où on fait rencontrer les financeurs et les financés. C'est des rencontres extrêmement vertueuses. Nous prenons cette finance de visage à visage, évidemment, qui met en valeur toutes ces notions de responsabilité, d'engagement, de transparence, de clarté et de tissage de liens. On trouve que c'est cette finance de proximité qui permet vraiment de faire de belles choses. Et on a eu un témoignage puissant, les larmes aux yeux, qui nous disait clairement que en investissant dans vos projets, j'ai une joie intérieure qui s'exprime. Donc voilà, comment mêler ou comment se procurer de la joie facilement en épargnant sur les projets proposés par Credo Lending. Voilà ce qu'on peut nous souhaiter. C'est un magnifique credo, merci beaucoup. Avec plaisir, merci beaucoup.